Bien, bonjour, bienvenue pour cette visioconférence de l'association Paradisos, avec en arrière-plan derrière nous, bien sûr, le site de la maison Jean Monnet, dans les Yvelines, en Île-de-France, où l'association Paradisos a la chance d'œuvrer. Et donc, on est là à l'invitation, bien sûr, de l'équipe Jean Monnet, qu'on remercie très chaleureusement, et du Parlement européen également aussi. On a donc cette chance, cet honneur de vous présenter le travail que l'on fait depuis maintenant plus de 3 ans sur le site, avec Mathilde ici. Donc, on va se présenter, bien sûr, un peu plus formellement. Si vous voulez bien, on va commencer cette exploration ensemble de cette histoire donc des plantes autour du jardin citoyen européen de la Maison Monnet. Alors, bien sûr, voilà, notre logo associatif, Paradisos, Jardins Européens. On va vous présenter aussi un petit peu ce qu'est cette association, ce qu'elle fait. Peut-être d'abord nous présenter, Mathilde, et dame d'abord. Donc bonjour, je m'appelle Mathilde Buja, je suis ingénieure écologue, animatrice nature, herbaliste et productrice de plantes aromatiques et médicinales dans le 78. Et je suis là en tant qu'expert écologue à Paradisos. Donc pour ma part, Sylvain Hilaire, je suis donc docteur en histoire, avec une spécialité jardin-paysage, aussi histoire culturelle, histoire environnementale. Et j'ai aussi cette chance d'être le président fondateur même de l'association Paradisos, Jardins Européens. Alors, on a aussi des remerciements à formuler auprès de Catherine Chevalier, qui fait aussi partie de l'association, docteur en pharmacie, phytothérapie, qui aussi nous a accompagnés dans les premières préparations sur cette conférence. Alors, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, pour aller tout de suite dans le sujet, on va pas vous garder trop de temps. On a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de les dire de manière la mieux organisée possible. On vous propose une présentation en 3 temps, à tour de rôle. On va se relayer avec Mathilde. Tout d'abord, pour vous donner un petit peu, alors ça c'est l'historien aussi qui parle forcément, vous donner alors ça sera très, très large, très générique, mais vous donner les grands repères de cette riche histoire des jardins en Europe, et bien sûr ce lien avec la plante et la naissance du savoir botanique. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, on va, donc sur ce plan plus historique général, on va aller vers le terrain, vers la réalisation que l'on a menée d'un petit jardin participatif. On va vous expliquer un petit peu aussi le principe de ce jardin qui se fonde aussi, en tout cas en référence de savoir, de transmission sur cette grande histoire des jardins en Europe. Et bien sûr, ensuite, Mathilde prendra le relais pour vous parler de cette dimension participative, comment elle se déroule et comment aussi on comprend ces plantes, comment est-ce qu'on les transmet aussi, le savoir à la fois botanique, à la fois thérapeutique, en tout cas d'usage, d'utilisation de ces plantes, mais aussi bien sûr tout ce que ça véhicule sur le plan de l'histoire culturelle européenne. Voilà. J'ai rien oublié, Mathilde, je crois. C'est bon, on peut y aller? Non, non, tout est bon. Ok, on y va. Allons-y. Alors, pour commencer, là, on commence de manière très, très large, très générique sur qu'est-ce que c'est qu'un jardin. Alors, on ne va pas refaire non plus tout le questionnement de qu'est-ce qu'un jardin, même si ça le mérite très bien, puisqu'on a bien sûr beaucoup de représentations. Alors, pour dire très simplement, c'est un lieu clos. Ça vient notamment du germanique, l'ancien germanique, Yart, quelque chose de fermé, d'enclos. Mais on le retrouve aussi dans le monde scandinave, on le retrouve aussi dans le monde latin, le monde aussi judéo-chrétien, bien sûr. Et donc, cet enclos, il a une histoire qui, pas que sur le plan culturel, mais aussi sur le plan archéologique et anthropologique, très ancienne. Alors, c'est d'ailleurs, une des grandes questions de positionner le jardin dans l'histoire de la première révolution néolithique de l'histoire. Donc, on est, vous voyez, même avant, 10 000 avant notre ère. Et ces grands moments de domestication du vivant, bien sûr à l'échelle anthropique, à la fois dans le monde animal et dans le monde végétal. Dans le monde animal, bien sûr, on est dans le monde de l'élevage et la naissance de l'élevage, et dans le monde végétal, on est bien sûr sur le développement de l'agriculture. Sauf qu'il y a une grande question qui reste, même si bien sûr il y a quand même des études, et en particulier en Europe, qui s'intéressent à cette dimension, c'est quid du jardin? Quelle est la place du jardin dans cette grande révolution du vivant que l'homme amorce il y a au moins 10 000 ans de cela? Et il s'avère que de plus en plus, on se rend compte que le jardin et les savoirs herboristes, le jardinage primitif, comme on pourrait l'appeler, a un rôle fondamental.
Un rôle fondamental donc, dans ce rapport aux plantes, cette première connaissance, qui est d'ailleurs souvent certes culinaire, en tout cas aromatique, mais aussi thérapeutique. La première pharmacie primitive, j'allais dire. Voilà, donc ça, bien sûr, on en reparlera de manière voilà, un peu plus proche de notre époque avec Mathilde après. Donc voilà les grandes aires, hein. Là on est vraiment sur les grands fondamentaux, les grandes aires d'éclosion de cette révolution néolithique, et en particulier, bien sûr, vous l'avez ici sur le plan, l'ère indo-européenne, qui est très importante pour notre affaire évidemment. Alors, cette ère indo-européenne et cette révolution néolithique du jardin, on commence à la connaître un peu mieux. Il y a des études qui sont faites, il y a même des sites archéologiques, touristiques qui en parlent, notamment du côté d'Amiens. Hein. Les jardins de Sama, près d'Amiens, évoquent justement ces tout premiers enclos. Vous voyez, on est vraiment dans l'enclos, ici, très clairement. Un enclos qui n'est pas que l'enclos du bétail, qui n'est pas que l'enclos même du grand potager, sans aller jusqu'à l'agriculture, mais que aussi ce petit enclos a des zones de déchets, mais qui sont aussi des zones de plantation, d'acclimatation du vivant. Donc le jardin est un espace très important, non seulement de construction des premières cultures, au sens large, des cultures humaines évidemment, mais aussi de construction du savoir humain. Donc voilà, c'est juste pour rappeler la place du jardin, qu'on oublie trop souvent d'évoquer au moins, de la situer sur notre débat, mais de l'évoquer. On pourrait certes aussi rentrer, là vous voyez, on est déjà dans des périodes moins lointaines, alors de mystérieux, on dit mystérieux puisqu'on les connaît mal évidemment sur ces traditions orales, mais les héritages celtes et même pourquoi pas druidiques, mais c'est la même chose aussi dans le monde germanique et scandinave, donc des transmissions anciennes de rapport à la plante, à l'arbre, à la nature, donc dans le monde celte en tout cas pour l'Europe occidentale, une interaction très forte avec c'est ce qu'on appelle les approches holistiques du domaine de la santé actuellement. Et donc, ce rapport à l'homme et à son environnement qui est extrêmement fusionnel et ouvert, c'est-à-dire pluridisciplinaire, comme on dirait maintenant, donc en tout cas avant, bien sûr, toute la spécification des disciplines actuelles. Et donc, une ouverture qui est à la fois phytothérapique, médicinale, astrologique, voilà, une dimension totale du rapport à la nature. Donc, c'est important de le rappeler par rapport à la suite de l'histoire, vous allez le voir, et aussi par rapport à cette interaction déjà culturelle dans le monde européen, en particulier entre le monde celte et gaulois ensuite, pour la partie française, francique, mais ensuite avec le monde de l'Antiquité grecque et romaine, en particulier grec évidemment, où le monde celte, les druides en particulier, étaient considérés comme les grands médecins, philosophes aussi, équivalents en fait aux médecins grecs de leur époque. Alors, on reparlera peut-être un petit peu de ça avec Mathilde ensuite. En tout cas, voilà, là, pour rappeler cet héritage important qu'il ne faut pas oublier, et un héritage qu'on évoque beaucoup plus souvent aussi, c'est bien sûr l'héritage gréco-romain. Alors, qu'on croit connaître et finalement qu'on ne connaît pas tant que ça. On pense souvent plutôt d'ailleurs au monde romain quand on évoque la question des jardins, des grands jardins des villas romaines, par exemple. On en parlera d'ailleurs un tout petit peu des jardins de la Villa Adrien, par exemple, en Italie. Il y a de très, très beaux exemples de patrimoine même monumental et jardin dans toute l'Europe. Ici, j'ai voulu accentuer plus sur la partie grecque qu'on évoque peu souvent, même si elle est plus complexe, vous allez voir, et plus intéressante pour le coup d'une certaine manière, dans ce rapport culture-nature justement. Et là, on est en référence avec la grande tradition philosophique grecque, évidemment, l'Académie de Platon, et qui avait sa partie intramuros dans les murs, donc plutôt dans les périodes hivernales, mais aussi la partie extramuros dans les jardins, les fameux jardins d'Académos. Et donc c'est là d'où vient ce fameux, bien sûr, désignation de l'Académie, donc cette grande école de philosophie de la Grèce antique. Et le jardin, en fait, a une place, même en Grèce, qui pourtant est très fondée sur le modèle de la cité, un modèle très citadin qui met à distance la campagne, mais qui lui donne du sens sur le plan, bien sûr, culturel, symbolique, religieux. Même le modèle très de la cité grecque, en réalité, intègre le jardin comme un espace donc de rencontre, de philosophie et de construction des savoirs. Alors, donc une référence, et bien sûr, ça se joue dans le domaine de la médecine, entre notamment Hippocrate, Galien et Dioscoride, évidemment, entre le monde grec et romain. Alors,
Pourquoi j'insiste un petit peu maintenant sur le monde grec, c'est que le nom de notre association, Paradeisos, pour tout vous avouer, est inspiré donc de cette histoire. C'est-à-dire que c'est cette idée de Paradeisos. Alors on est dans la Grèce antique entre ce qu'on appelle le képos, donc le jardin travaillé avec la terre, avec les mains, donc quelque chose de très terrien, très terre à terre, c'est le cas de le dire, et le Paradeisos, qui est le jardin, lui, alors on va le voir aussi, de paradis, qui renvoie aussi à un idéal qui lui aussi est culturel, hein, pour le coup, et non pas agriculturel, évidemment, exclusivement. Donc, on est dans cette idée de paradis, alors qui renvoie bien sûr à une richesse, des champs, des références culturelles, certaines très connues, comme le jardin des Hespérides, hein, dans l'histoire d'Hercule, mais on pourrait revenir à des choses même plus anciennes, le domaine de Gilgamesh, dans les héritages encore plus anciens. C'est justement l'évocation donc, de ces lointaines origines culturelle et indo-européenne de cette notion de jardin paradeisos, c'est-à-dire un jardin idéal, un jardin qui est véhicule en fait d'une culture de toute une société, qui a un enjeu de pouvoir aussi, un enjeu de savoir, car bien sûr savoir, c'est pouvoir, c'est ce qu'on dit souvent dans nos relations, dans nos projets. Et donc on prend en référence ce fameux paradeisos, hein. Il y a bien sûr des études qui existent, hein, sur cet héritage-là très ancien, très, très profond, hein, de l'histoire culturelle européenne, et qui a été ensuite, bien sûr, réinterprété par vagues successives dans le monde grec, dans le monde latin, qu'on retrouve donc depuis les Sumériens, hein, donc il y a vraiment des influences très anciennes, le Atrahasis ou l'histoire de Gilgamesh, les légendes des jardins suspendus de Babylone, évidemment, font partie de cette idée du jardin idéal de paradis. Un jardin souvent d'ailleurs, voilà, ce qui est une prouesse technologique, en tout cas quand on se l'imagine dans la réalité. Et le fameux jardin d'Acalimos, l'école d'Épicure, évidemment, on pourrait parler aussi d'Ovide, on pourrait parler de, voilà, et bien sûr aussi de l'Éden biblique, hein, qui est directement dans cet idéal de jardin de paradis. Donc, un héritage culturel, c'est rien de le dire, très, 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 très fort, hein, dans cette histoire européenne. Alors, des exemples, il y en a beaucoup. On peut aussi évoquer ce lieu en Italie assez extraordinaire. Et vous allez voir à quel point cette chambre de la mémoire collective est importante aussi dans l'espace du jardin. On est à Rome, on est du côté de Livie, donc la villa de Livia, du côté de Rome en Italie. Et on est dans un souterrain ici, une fresque qui ne pouvait se voir qu'à la lumière des torches, et qui est un jardin merveilleux, un jardin plein donc de, vous voyez, de richesses botaniques, de flore et de faune, d'oiseaux en particulier, qui montrent cette intériorité culturelle du jardin qui est très très forte dans l'histoire et la tradition européenne. Un exemple parmi tant d'autres, et que vous allez voir qu'on a repris dans nos visuels de l'association. Alors, bien sûr, il y a d'autres héritages. Il y a d'autres héritages, notamment, et d'autres influences du côté du monde arabo-musulman, en particulier, bien sûr, dans le domaine méditerranéen, et avec des transmissions culturelles aussi de savoir, de techniques qui circulent dans toute cette sphère indo-européenne depuis très longtemps. Et la plante en tant qu'objet de soin à tous les sens du terme, pour soigner l'humain, mais aussi une plante qu'on soigne en tant que telle, tout cela est très présent dans toutes ces cultures depuis très longtemps. Alors, si on se rapproche tout doucement de notre époque, là vous avez compris, on arrive au Moyen-Âge européen, ouest européen en particulier, et on a cette idée du jardin d'Éden, évidemment, du paradis terrestre qui est derrière, qui est cette variation du paradeisos et du paradeisan, hein, dans certaines de ces désignations plus anciennes. Donc, cette idée qu'on retrouve dans toute l'histoire de la peinture européenne, donc avec cet enclos, encore une fois, qui s'ouvre à un moment donné dans la peinture du paysage, même s'il est délimité par des montagnes. Et ensuite, on le voit bien dans la peinture flamande en particulier. Là, on a un exemple à droite de Jan Bruegel l'Ancien. Cette profusion, cette observation de la nature, cette précision de représentation de la botanique, enfin du monde botanique et sur aussi de la faune, du monde animal. On a dans l'histoire européenne une très grande empreinte de ce rapport-là à cette idée de paradis, de jardin idéal.
On le retrouve aussi dans le monde monastique, hein, à des lieux de savoir par excellence, qui à certaines époques de l'histoire européenne ont conservé des cultures entières de pays entiers. Et donc on a ici un exemple, alors là on est vraiment dans le jardin primitif, rustique, donc de l'ermite, qui là encore l'histoire de la peinture le montre bien, avec cette qualité de représentation. On peut même y observer les iris sur le côté, cette qualité de représentation qui est assez remarquable et qui montre vous voyez, la récurrence par cycle de cet intérêt très prononcé pour la botanique et le jardin dans les grands moments forts de l'histoire européenne. On le retrouve bien sûr sur le plan de l'histoire médiévale, de l'Hortus conclusus, qu'on appelle ce fameux jardin clos, à l'Hortus medicus, donc ce jardin qui soigne, qui fait œuvre aussi d'ouvrage médicinal. Là, tout doucement, on va vers ce grand moment de l'histoire européenne, qui est cette révolution humaniste, hein, qui préfigure la Renaissance déjà, dans le monde des lettrés. Certes, on connaît ces grandes bibliothèques, ces cabinets de curiosité humaniste, qu'on va évoquer quand même un petit peu, mais il faut le rappeler, le jardin est toujours là. Le jardin est toujours là, associé à ces lieux de savoir, alors qui sont aussi une certaine construction, à certains moments d'organisation du savoir, et aussi de la société qui va avec, évidemment, et qui se joue à peu près dans tous les pays d'Europe, à peu près au même moment, avec des circulations incessantes. C'est ce qu'on appelle maintenant la République des lettres et des savants européens, la circulation des savoirs au-delà des frontières, qui commence dès cette époque, 14e, 15e, 16e siècle. Et donc la plante a un rôle aussi très important dans tout ça. Et le jardin comme lieu aussi d'expérimentation, d'observation et de transmission. On le retrouve à de nombreux titres, pas dans beaucoup d'autres exemples. On est encore dans le monde flamand, rhénan en particulier. Dans tous les grands lieux d'archives et de ressources européennes, on trouve ces témoignages remarquables de ce rapport au jardin aux plantes qui est une des bases de la construction des savoirs modernes, en particulier dans les sciences évidemment du vivant. La partie populaire et le rôle des femmes, parce qu'on est bien sûr dans une construction aussi très masculine à cette époque, qui est aussi liée au code de société, mais on est en train de redécouvrir actuellement, sur le plan de la recherche en histoire en particulier, le rôle fondamental des femmes qui a été éclipsé à un moment donné par rapport à cette organisation très masculine de la société qui conditionne aussi à certains savoirs, et on est en train de voir à quel point les femmes avaient un rôle traditionnel depuis très longtemps dans la transmission de ces savoirs herboristes. Donc, on est vraiment aussi dans une redécouverte et notre société est vraiment aussi dans ce questionnement. On voit aussi, même de nos jours, la place des femmes dans cet intérêt pour la botanique, pour la transmission de tous ces nouveaux savoirs, enfin, ces savoirs souvent redécouverts en réalité. Et donc, on sait que dès le Moyen-Âge, les femmes sont au cœur en fait, de ces transmissions. Là, on est bien sûr en Allemagne, au XVe siècle. Alors justement, cette révolution humaniste, il faut l'évoquer un petit peu, puisqu'elle a un rôle très important dans la construction donc, du savoir, même en termes de biologie, mais d'abord, bien sûr, sur le plan horticole et botanique, et tout ça se joue au XVIe siècle en particulier. Alors, on appelait ça jardin de savoir. Le monde moderne, on est bien sûr dans cette époque moderne. Et un exemple parmi d'autres, mais qui est quand même très révélateur, c'est le fameux jardin de Padoue, qui est à la fois une faculté de médecine, un lieu d'enseignement, mais qui est aussi un jardin monde, qui dans son organisation aussi représente, qui existe toujours, qui a été depuis une quarantaine d'années classé à l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, qui est aussi un lieu très important qui fait partie aussi même des réseaux européens actuels du Conseil de l'Europe, sur un nouveau réseau aussi qui vient d'être créé, sur les jardins historiques. Et c'est un lieu qui est à la fois vous voyez, dans la science et dans la symbolique, puisque c'est un lieu qui représente le monde, mais qui est aussi un livre ouvert sur le savoir. Un livre ouvert qui est un des moteurs du développement des savoirs à cette époque.
Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, jardin, cabinet de curiosité, des lieux très importants entre, j'allais dire, presque la paillasse, en tout cas le laboratoire, le lieu où le savant explore ce monde dans toutes ses dimensions, à la fois ce qu'ils appelaient à l'époque les scientificas, c'est-à-dire les objets techniques scientifiques, les artificialia, qui étaient des objets d'art, des objets créés par l'homme, et il y avait aussi les exotica, des choses qui venaient de loin. Hein. On est sur déjà des découvertes qui sortaient du continent européen. Et aussi les fameux naturalia, donc qui étaient ces chefs-d'œuvre de la nature, mais aussi tout un savoir qui allait justement avec cette connaissance du vivant. On a aussi énormément d'ouvrages et d'exemples de cette révolution culturelle et des savoirs à l'époque. Encore une fois, on a beaucoup d'exemples de ça dans la peinture. Hein. La peinture est un miroir de cette révolution scientifique-là, qui se joue encore une fois entre le XVIe et le XVIIe siècle, dans tous les pays européens, entre l'Allemagne, le monde flamand, les Pays-Bas, la France, l'Angleterre, l'Autriche, en tout cas les royaumes tels qu'ils se conçoivent à l'époque, jusqu'à l'Espagne évidemment et l'Italie, sont vraiment dans un réseau d'échanges de plantes, de livres, de savoirs, de pratiques, de métiers. Et d'ailleurs, les botanistes, qui sont souvent des hommes orchestres, c'est-à-dire qui ont aussi plusieurs champs du savoir à leur disposition, voyagent en réalité de capitale en capitale, de cours en cours d'Europe. Et on est vraiment dans une grande circulation donc, de ce savoir à cette époque. Alors là, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici, juste pour vous donner un regard sur cet enchaînement des événements, donc ces jardins botaniques qui se créent partout. D'abord autour de Leonhard Fuchs en Allemagne avec le jardin de Tübingen, vous voyez, on est dès 1535, les jardins ensuite en Italie, hein, Pise, Padoue, Florence, Valence, pour l'Espagne, Bologne encore pour l'Italie, Montbéliard, hein, on est dans le domaine du duché de Wurtemberg à l'époque, mais aussi la Suisse, la Hollande avec les fameux jardins de Leiden, Montpellier, le premier grand jardin botanique royal en France, Heidelberg, Copenhague, voilà. Et donc c'est toute une révolution voilà, toutes ces créations de jardins deviennent des lieux de développement de ces nouveaux savoirs. Alors l'exemple aussi, bien sûr, on l'a évoqué, on l'a à peine évoqué à la fin, c'est le Jardin des plantes de Paris, qui est actuellement le Muséum national d'histoire naturelle, avec ce fameux jardin qui existe toujours, hein, très proche, en tout cas des dessins qu'il avait au début. Et qui voilà, est l'exemple parisien, français, qui montre bien aussi cette importance de ces lieux. Alors, un autre exemple qu'on voulait vous évoquer, encore plus proche, parce que nous, on se situe bien sûr, vous l'avez compris, dans les Yvelines, dans l'ouest parisien. On est juste à côté de Versailles, et juste à côté d'un moment en particulier, bien sûr, à cette époque, entre le XVIe et particulièrement le XVIIe siècle, le moment où l'appareil monarchique absolutiste français, Louis XIVien, même s'il se prépare déjà sous Louis XIII, et même on pourrait dire sous Henri IV au début du XVIIe siècle, en réalité, bien sûr, rentre, j'allais dire, en majesté, en tout cas dans toute son organisation à cette époque, entre Paris et Versailles, et dans toute cette région, les savants, l'Académie royale des sciences est créée, bien sûr, en 1666, et les savants participent aussi à l'avancée du savoir botanique, en particulier un fameux médecin qui s'appelle Denis Dodart. Là, on est en 1676. Alors, bien sûr, ensuite, on aura Tournefort, on aura bien d'autres. Buffon aussi, sur la partie animale, va aussi contribuer évidemment énormément ensuite. Et là, on est au tout début donc, de la construction de ce savoir sur lequel le savoir actuel a été bâti. Le jardin, alors ensuite, bien sûr, des Lumières, on est au XVIIIe siècle, avec, là, pour le coup, la classification botanique moderne qui, notamment par le fameux Suédois Carl von Linné, dans un magnifique jardin botanique à Uppsala, qui le construit de toutes pièces. Hein. C'est à la fois une construction du savoir dans l'espace et dans les livres et de manière pérenne dans le temps, puisque c'est encore, même si elle évolue encore un petit peu, c'est encore les bases de la classification actuelle.
Alors, on ne pourra bien sûr pas tout dire, il y a tellement de choses à dire, on a décidé d'être raisonnable et de ne pas trop déborder, même de ne pas déborder. Donc, vous voyez, on traverse cette grande histoire de l'Europe. Tout ça pour vous dire, si vous ne le saviez pas déjà, et vous sensibiliser sur l'extraordinaire richesse de cette histoire, la ressource que l'on utilise dans nos projets. Donc, c'est une partie, en tout cas, très générique de cette histoire qu'on vous présente. Alors, bien sûr, il y a une autre étape de cette histoire, pour finir un peu la boucle, c'est la période romantique, qui est un grand moment aussi de relation à la nature, de relation à la plante. On peut parler, bien sûr, pour la partie française et suisse, de Jean-Jacques Rousseau, évidemment, et donc le philosophe botaniste qui herborise, là, pour le coup, en pleine nature. Le jardin est un peu plus mis à distance. On a aussi d'autres exemples dans le monde anglais et irlandais du jardin, là pour le coup, qui se veut sauvage, le wild garden. On est chez William Robinson. Donc cette idée, alors qui va bien sûr beaucoup influencer aussi le fameux modèle du jardin anglais. Alors là, on n'est pas dans un cours d'histoire des jardins et en tout cas ni d'art des jardins, je vous rassure. Donc l'idée, c'est de juste d'évoquer qu'on a une grande diversité d'interprétations, de variations de qu'est-ce qu'est un jardin en Europe. Chaque culture, chaque peuple exprime cette variation-là à sa manière. Et donc, on a bien sûr une des plus connues, à part les jardins dits à l'italienne ou dits à la française. Vous avez bien sûr la variation anglaise, les jardins alors dits à l'anglaise, avec aussi des nuances, notamment du côté de ce William Robinson, qui défend un jardin à l'anglaise encore plus sauvage, en tout cas qui a une idée du sauvage. Voilà. Donc, dedans, la plante a un rôle majeur, on le voit dans cette représentation. Alors, si on se rapproche de notre époque, quand même, parce qu'on ne pourra pas tout dire encore une fois, le jardin reste encore à notre époque un lieu de savoir, un lieu de transmission, un lieu de partage, et en particulier, on en a des exemples, encore une fois, dans l'ouest francilien, dans le sud et ouest francilien, autour de l'université de Paris-Sud, qui a créé un jardin ethnobotanique, donc universitaire. Donc voilà, un exemple parmi d'autres pour montrer que le jardin est encore un espace de transmission important pour les savoirs des plantes, mais aussi qui raconte, c'est vraiment le fond de notre démarche, qui raconte une partie de l'histoire et de la culture européenne. Tout ça pour dire que ce jardin-paysage, puisque c'est un paysage aussi culturel, c'est une façon aussi de se représenter une histoire collective dans l'espace. Et donc, on est voilà, dans un des cœurs peut-être même si on le sait, mais qu'on ne rappelle peut-être pas assez, le rapport au jardin et au paysage est quelque chose de fondamental, de structurant dans l'histoire européenne depuis très longtemps. On pourrait en tire beaucoup sur toutes les images que nous avons là, mais on va rester raisonnable. Et le jardin, et là c'est la partie, justement, on a vu des très beaux jardins qui demandent une maîtrise et une fortune, en tout cas un investissement considérable, mais le jardin, c'est aussi le jardin tout à fait, terre à terre, très proche, voilà, les jardins de curés, les jardins ouvriers, les jardins familiaux, les jardins partagés, comme on les appelle maintenant, donc des jardins qui sont aussi un rapport très direct, très intime et ouvert, possible, ouvert à tous en réalité. Donc c'est ce qui nous intéresse aussi dans l'association Paradisos. Tu n'hésites pas, Mathilde, si tu as des choses à rajouter dedans. Pas de problème, tout est dit. D'accord. Bon, non, ça m'étonnerait. Mais on va bien sûr préciser tout ça, puisque là, on en est là. Vous voyez, on a fait ce grand voyage très rapide dans l'histoire européenne des jardins pour vous dire que c'est la base en fait de nos projets à Paradisos, notre association Paradisos Jardins Européens. Et qu'on a eu cette chance, il avance tout seul, on a eu cette chance de commencer notre premier projet qu'on a appelé le Jardin citoyen européen, qui est en fait un jardin participatif, mais qui se fonde sur aussi cette histoire, qu'on intègre d'une certaine manière à nos projets, en fonction du public, en fonction du contexte de chaque lieu, en fonction de beaucoup de facteurs qu'on intègre, aussi des facteurs bien sûr environnementaux, écologiques sur site. Et donc, on a créé cette première expérience de jardin participatif autour de la culture européenne. Voilà. Donc, ça se passe à la maison musée Jean Monnet. Donc là, vous avez un des tout premiers croquis qu'on avait fait à l'époque au début du projet, même si là, ensuite, le jardin va devenir un petit peu autre chose. Ça, c'était un tout premier plan des dessins d'architectes faits dans l'équipe Paradisos.
On s'est bien sûr inspiré de l'histoire de la maison Jean Monnet, là où bien sûr Jean Monnet a vécu, en particulier à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et où il a aussi, même si ce n'est pas la dimension la plus présente dans ses mémoires, mais il évoque à de nombreuses reprises son rapport au paysage, son rapport au jardin. Il y a certaines très belles phrases qu'on évoque. Alors ici, vous en avez certaines, notamment « Je marche dans mon jardin avec mes visiteurs, je descends vers la petite maison en bas de la prairie. Je connais ce jardin depuis 30 ans et j'y suis revenu tous les soirs. Je ne prétends donc pas être un connaisseur d'arbres, un observateur des oiseaux. Ils sont le décor naturel de ma pensée. Là est ma forme de poésie. » On sent, voilà, en tout cas, sans faire de Jean Monnet un jardinier, on sait bien qu'il avait des personnes qui travaillaient pour lui, pour gérer ce jardin autour de sa chaumière, là-bas, du côté de Bazoches, en Guyane. Il avait cet intérêt de marcher dans la nature très, très régulièrement, et en traversant son jardin, comme on le disait. On s'est aussi inspiré pour notre jardin d'autres choses, notamment des tableaux de Silvia Di Bondini, donc l'épouse Monet, l'artiste peintre du jardin tel qu'on l'a appelé, qui a laissé, donc c'est présent dans le musée, un certain nombre de tableaux qui sont liés à son jardin. Notamment des très beaux iris bleus, alors d'un bleu c'est pas très profond, très inspirant, des tableaux qui représentent aussi ce qu'on appelait les 4 saisons pour nous, en tout cas du jardin, c'est-à-dire des bouquets automnaux de dahlias, des tableaux potagers que Mathilde va évoquer un peu tout à l'heure, je crois, des arômes pour l'été, et pour le prunus, on est ici pour la partie printanière. Voilà, il y aurait d'autres choses à dire, mais en tout cas pour vous dire qu'on est sur le début en fait, de l'inspiration de nos projets là-bas. On a ensuite proposé un plan que voici, un plan en lien aussi avec les équipes du Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui est un partenaire aussi décisif sur le démarrage du projet. Et donc, on a construit autour d'un hémicycle minéral ces parterres qu'on a appelé le Parlement des plantes. On l'a fait de manière participative, mais ça on va voir avec Mathilde. Et pour la partie en tout cas symbolique végétale, c'est là-dessus que je vais ensuite laisser la parole à Mathilde. Sur la partie vocabulaire, on a toute une approche qui est à la fois culturelle, mémorielle, donc c'est un jardin qui aussi est en hommage, qui raconte aussi un petit peu l'histoire, le vécu en tout cas, d'un des pères fondateurs de l'Europe dans son lieu, son havre champêtre, dans ce petit joli coin de campagne d'Île-de-France, mais c'est aussi un jardin ethnobotanique qui raconte l'histoire de l'Europe par l'histoire des plantes. Vous voyez, il y a ces deux dimensions attachées au lieu, attachées aux personnalités du lieu, au service du lieu, mais aussi qui racontent plus largement du local à l'échelle européenne, et bien sûr certaines plantes, c'est aussi, vous avez compris, des échanges qui sont par moments mondiaux aussi, hein. Et vous avez en tout cas une partie de cette histoire que l'on raconte par un certain nombre de plantes symboles que je vais vous évoquer un petit peu ici. Donc on a, vous voyez, plusieurs niveaux de médiation, ce qu'on appelle culture-nature. Alors, parmi les exemples, là, je vous montre nos derniers cartels de signalétique ethnobotanique du jardin. Alors, l'histoire de l'Europe racontée par les plantes, c'est que chaque plante qui est installée aussi sont souvent des plantes symboles dans chaque pays. Alors, on peut évoquer, alors pour la partie facile, j'allais dire, et c'est dans l'espace et dans le temps aussi, tout ça, puisque l'iris, par exemple, l'iris des jardins, une plante symbole pour la France, hein, puisque c'est le symbole royal, hein, puisqu'à la base, ce n'est pas la fleur de lys, mais c'est l'iris, qui en plus est né dans cette région en particulier, hein, cette symbolique, dans cette région d'Yvelines, mais aussi le symbole de la ville de Bruxelles, mais aussi le symbole de la Croatie. Et on a le cas pour d'autres plantes, comme le cyclamen de Naples, pour l'Italie et Chypre. Hein. Donc, chaque plante aussi véhicule, à certaines époques, des symboles très importants pour chaque pays. Le coquelicot est un cas aussi intéressant puisqu'il est référent à certains titres pour la Pologne en particulier. Hein. Le coquelicot a une dimension traditionnelle très forte en Pologne, mais aussi en Belgique, sur une partie de la Belgique en tout cas, mais aussi hein, pour les commémorations de la Première Guerre mondiale dans les îles britanniques. Vous voyez, tout dépend aussi de la façon dont le symbole est utilisé et véhiculé ensuite.
Donc, on essaye donc d'être dans cette nuance et de présenter par nos panneaux signalétiques ces histoires qui sont donc l'opportunité par ces plantes de découvrir des pans de l'histoire de la culture européenne par ce biais-là. Alors, c'est peut-être là que je vais laisser la parole à Mathilde pour notre méthode, en tout cas notre façon de travailler. Donc, on a déjà dit pas mal de choses. Moi, je vais vous présenter un peu plus la partie terrain, on va dire. Donc, Paradisos, on l'a dit, a créé un jardin dans la maison de Jean Monnet. Donc, moi, je vais vous parler plus de comment. Donc, la volonté de Paradisos, c'est aussi de créer du lien, de partager les savoirs. Et pour cela, nous avons donc fait appel à des bénévoles qui ont créé ce jardin via des chantiers participatifs. Il y a eu différents chantiers, différentes phases, différents bénévoles concernés. Donc, on a vraiment cette idée dans la démarche Paradisos, d'abord d'observer, donc d'aller se promener sur le lieu, de regarder, donc avec les bénévoles le lieu, les plantes qui y sont, l'ambiance, en fait, s'imprégner de l'ambiance. Donc, ça passe par une démarche d'exploration, d'observation, mais ensuite de faire des recherches sur le lieu, quelles ont été les plantes qui ont été, voilà, quelle histoire a le lieu, et de créer du coup un jardin qui représente à la fois le milieu naturel de base, le pilier central du lieu, mais aussi l'histoire pour lier encore une fois l'homme et le jardin, l'homme et la nature dans le jardin. Donc, pour cela, nous avons donc fait appel à différents chantiers participatifs que vous voyez ici, nos charmants bénévoles en train de travailler avec les différentes étapes du projet. Voilà, créer les parterres, planter, ça a été différentes stratifications du projet. Et nous avons aussi travaillé avec des scolaires, et notamment le collège de Montfort-l'Amaury, qui est une ville juste à côté de Bazoches-sur-Guyonne, donc de la maison Jean Monnet. Nous avons travaillé avec des SECPA horticulture. C'est pas commun pour une SECPA d'être horticulture, donc ça faisait sens pour l'association de travailler avec ces enfants, ces ados, ces collégiens, dirons-nous. Et donc, avec les collégiens, nous sommes allés à la fois donc, faire cette démarche Paradisos, à savoir d'explorer les bois autour de la maison Jean Monnet. Donc, on a fait une marche partant de leur collège pour aller jusqu'à la maison Jean Monnet, en regardant les plantes, en regardant le sauvage. Et puis, arrivé au jardin, le jardin, ils l'ont créé, ils ont participé à sa création avec toute cette démarche derrière de mise en œuvre du jardin et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on a fait. Donc voilà, moi je vais rentrer maintenant un peu plus précisément dans les plantes du jardin. Donc ici, vous avez justement une photo de ce fameux jardin un peu dézoomé, qu'on appelle donc le Parlement des plantes. Je vais faire des petites monographies de certaines plantes, pas toutes puisqu'on ne peut pas tout dire. Et voilà. Donc on va commencer par l'Achillée millefeuille. Alors l'Achillée millefeuille est un historique assez compliqué puisque on la retrouve dans plusieurs textes grecs, et notamment elle tirerait son nom d'Achille, le héros de la guerre de Troie, pour des raisons confuses, et il y en a beaucoup. Millefeuille, c'est par rapport à sa feuille qui est composée, donc qui est plein de multitudes folioles, ce qui ressemble comme si elle avait 1000 feuilles, mais c'est une feuille composée. Et donc, Achille aurait donné son nom à cette plante par rapport au fait qu'elle a, dans la culture populaire, une propriété de vulnéraire. Vulnéraire, donc qui vient du latin vulnéré. C'est bien possible. En tout cas, c'est Achille, le héros grec. Tout à fait. Bien lui. Hein. Et donc, de cette vulnéraire, ça veut vraiment dire plante qui guérit et qui soigne une blessure. Malheureusement, dans la culture populaire, a été marqué le fait qu'elle soignait des plaies sanguines, des plaies qui se sointent, ce qui n'est pas vraiment son cas. Elle est donc astringente, elle va aider la cicatrisation, mais plutôt des tissus internes. Donc, par exemple, elle est très réputée en cas de contusion, un bleu, mais aussi c'est la plante contre tous les problèmes d'hémorroïdes, notamment. C'est une plante qui est tannique. Donc, c'est une plante de la famille des astéracées. Et est-ce que... Ouais. Donc, les astéracées,
donc, ce qu'on voit avant, c'est que on voit donc toutes ces petites fleurs blanches, c'est la fleur de l'Achillée. Et les astéracées ont une particularité qui est que ce qu'on voit, donc par exemple comme la pâquerette, on n'arrache pas une pétale de pâquerette, on arrache une fleur. Donc le schéma, ce que vous voyez en B ici, c'est une fleur, ce qu'on appelle la fleur ligulée. Et en A, le jaune, donc le cœur de la pâquerette, c'est une fleur tubulée. Donc c'est une particularité, c'est que en fait, ce qu'on voit là et ce qu'on aura envie d'appeler fleurs, c'est une multitude d'inflorescences composant plein de fleurs. Et c'est une particularité de cette plante qui est souvent confondue avec une autre, qui s'appelle donc la famille des Apiacées, et qui sont caractérisées par une inflorescence en ombelle. Et généralement, l'Achillée est un faux anis. Je pourrais en dire bien plus sur l'Achillée, mais nous allons continuer pour avancer. C'est une plante aussi qui, justement, d'un point de vue culture, était utilisée en divination. Sa cousine plus sauvage chez nous était utilisée en divination en Chine. On utilisait les bâtons pour lire l'avenir. Les tiges d'Achillée. Les tiges d'Achillée, tout à fait. Donc, ensuite, nous avons donc la sauge officinale. Donc, son nom latin, donc, Salvia officinalis. Le nom latin, ça a été créé justement par Carl von Linné, que Sylvain vous a présenté avant. Donc, cette nomenclature binomiale, c'est-à-dire un nom de genre et un nom d'espèce, Salvia officinalis. Et ici, Salvia, donc, ça parle de plusieurs plantes, mais ici, la sauge officinale. Et la sauge de chez nous, la sauge qui, historiquement, on doit avoir dans les jardins, un peu la trousse à pharmacie du jardin, puisque Salvia, en latin, vient de salvare, qui veut dire guérir. Donc, grosse ambition pour cette plante qui porte bien son nom. Évidemment, ça n'existe pas une plante qui soigne tous les maux, mais la sauge s'y approche pas mal. Elle soigne tous les troubles digestifs. C'est une tonique digestive, on appelle ça. Donc, elle va aider à réguler dans les différents maux possibles digestifs. C'est aussi une tonique du féminin, une grande plante du féminin qui va avoir justement une action tellement forte qu'on va ne pas la prescrire pour des femmes enceintes ou des femmes en train d'allaiter, ou des femmes ayant des cancers hormonodépendants ou des choses comme ça, tout ce qui est lié aux hormones féminines de manière générale. C'est une plante aromatique, évidemment, qu'on peut utiliser en condimentaire, qu'on peut consommer avec des sauces, par exemple. Elle aide à digérer les viandes grasses, elle aide à digérer les fèves, des légumineuses, parfois qui sont un peu mal digérées. Et on peut aussi l'utiliser en sucré, c'est moins utilisé, mais par exemple pour faire une délicieuse confiture de pastèque aromatisée à la sauge, c'est plutôt fameux. Encore une fois, on pourrait y passer beaucoup de temps. L'ortie, donc l'ortie dioïque, elle a beaucoup de noms communs, donc d'où l'importance des noms latins. Et notamment, elle s'appelle aussi ortie méchante. Et c'est pour dire que c'est une plante qui a une très mauvaise réputation. Urtica vient d'ailleurs de urare, qui veut dire brûler. Donc, tout son nom indique le symptôme qu'on connaît tous quand on a touché de l'ortie. Ce qui est moins connu, c'est que c'est une plante déjà très rudérale. C'est une plante qui pousse et qui suit l'homme depuis toujours. C'est-à-dire que là où pousse de l'ortie dans une forêt, généralement, il y a eu quelque chose. Il y a eu un impact de l'homme. Donc, c'est un peu notre ombre. Elle vit dans notre ombre. Une plante compagne. Une plante compagne, tout à fait. Et pas du tout l'ortie méchante. C'est une plante qui a une particularité, c'est qu'elle digère le fer dans le sens strict, c'est-à-dire elle va pousser dans des déchetteries ou dans des décharges à ciel ouvert et elle va oxyder le fer et réussir à le faire digérer au sol, ce qui est quand même une particularité qui est rarissime dans le milieu végétal. Et cette caractéristique, on la retrouve parce que c'est une plante qui est riche en fer, donc quand on la consomme, on va manger du fer, ce qui est souvent dans les cas d'anémie ou même en complément de temps en temps, c'est très intéressant. C'est une plante reminéralisante, c'est-à-dire qu'elle est composée de tellement de minéraux que manger de l'ortie, c'est déjà se soigner, ce qu'on peut appeler un peu un alicament. Elle est composée de vitamines, notamment pour faire très, très court, mais donc de différentes vitamines, notamment vitamine A,
Vitamine C, elle en possède 7 fois plus que l'orange, pour vous donner une idée. La vitamine K aussi, donc elle peut être déconseillée quand on prend des anticoagulants. Elle est composée aussi de protéines. 20% du poids frais de la plante, c'est de la protéine. Donc, on parle de protéines végétales. On est vraiment sur l'ortie, sur un seuil en protéines qui est très haut. Donc, c'est vraiment un aliment en fait, à consommer plus que vraiment une plante médicinale. Pour se soigner et dans une hygiène de vie, il faut manger de l'ortie, qu'on évitera évidemment de récupérer dans les décharges pour des raisons de stockage en métaux lourds et de pollution évidente. On mettra des gants aussi. Et puis on mettra des gants si vous n'êtes pas très courageux. Que dire de l'ortie? Non, c'est déjà beaucoup. Encore une fois, je pourrais y passer du temps. Très grande plante à consommer avant même de l'utiliser en médicinal. En médicinal, elle est diurétique, donc reminéralisante. Et elle est aussi, c'est une grande plante des hommes sur toute la sphère hémorroïdale, notamment. C'est la racine qu'on va utiliser pour le coup. Sinon, quand je dis consommer la plante, c'est vraiment là les feuilles et plutôt les feuilles vertes toutes tendres du haut. L'artichaut. Donc, alors, on a vu l'artichaut là à droite dans le tableau de Sylvia Monet. Tout à fait. On l'a vu donc dans cette peinture potagère, dirons-nous. Et c'est vrai que l'artichaut est une plante de nos jardins, aussi de la famille des astéracées, donc ce qu'on appelle généralement la feuille d'artichaut, c'est-à-dire cette partie verte qu'on va arracher pour aller chercher le cœur qui est délicieux. Et bien en fait, ce n'est pas une feuille au sens strict, c'est une bractée, c'est un nom botanique, c'est une autre forme de feuille, en fait ça fait partie de la fleur. La fleur d'artichaut, donc, c'est ce qu'on consomme, mais la feuille est médicinale. C'est ce qu'on appelle une cholérétique et cholagogue. C'est une plante hépatorénale. C'est la plus grande plante hépatorénale en fait, de nos jardins et de notre pharmacopée française. Quand on a un problème de foie, c'est de l'artichaut qu'il faut manger. Et notamment, c'est une amère. Donc, manger de l'artichaut et notamment la feuille d'artichaut, c'est très, très amer. C'est pas très bon. C'est lié à une molécule qui s'appelle la cinaricine. Et ce composé va être tonique digestif, c'est-à-dire que ça va favoriser la digestion, et tonique amer et apéritif. Donc, ça va mettre en fait l'estomac, ça va favoriser la sécrétion de bile par la vésicule biliaire, et ça va préparer l'estomac à digérer. Donc, c'est une panacée pour tous les problèmes de foie qui sont plutôt des problèmes de notre société actuelle. Tu veux rajouter quelque chose sur le tableau de Alors, Sylvia? si, le tableau, oui, c'est une fleur d'artichaut qu'on voit en réalité, hein, parce que si certains le cherchaient dans le tableau, c'est qu'elle est. Donc, effectivement, nous, on mange la fleur quand elle est à l'état de bouton, et même si c'est un gros bouton. Et quand elle est ouverte, donc elle devient justement ce capitule violacé, violet-bleu même, avec un effet poilu qui est très joli. On a eu des très belles fleurs d'artichaut dans le jardin citoyen européen à la Maison Monet qui ont beaucoup intéressé nos visiteurs et même les officiels qui sont venus dans la maison l'été dernier. Et ensuite, nous avons la rose. Donc, Rosa gallica, qui est l'espèce sauvage de toutes les roses en fait, qu'on a après cultivées, enfin, de la plupart de nos roses. Rosa gallica, c'est une plante qui pousse encore à l'état sauvage dans le sud de la France. Elle est rouge avec une floraison assez simple et beaucoup moins tape à l'œil que les roses, par exemple, que vous avez en photo, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup moins de pétales, donc elle est moins impressionnante. Elle est protégée à l'échelle nationale. Donc, c'est une plante qu'on utilise logiquement plus telle qu'elle. On va utiliser toutes les variétés ensuite qu'on a hybridées pour l'herboristerie. En herboristerie, on va utiliser donc les pétales. Elles sont très riches en tanins. Les tanins donc, sont des molécules astringentes qui resserrent les tissus. Et du coup, ça va avoir des effets positifs dans tous les maux, type angine, mal de gorge, diarrhée. Tous les problèmes de flux en fait, qui coulent trop fort, on va mettre des tanins pour resserrer et donc du coup
assécher un petit peu les problèmes de liquide intense. Est-ce que tu veux rajouter? Je vais Peut-être passer. oui, sur, Ouais. sur la signalétique que vous avez ici sur la rose, là on est voyé sur la partie aussi culturelle, évidemment, on l'a évoqué tout à l'heure, donc un symbole qui est assez, parmi l'iris et parmi les fleurs les plus reprises dans les symboles européens qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Europe, mais aussi, en fait, il y a une histoire particulière de la rose sur le site de la Maison Monet qu'on peut évoquer. Ah non, je voulais peut-être avant ça. Donc, on a ici justement des variétés de roses anciennes, cette fameuse Voilà, rose oui, de c'est vrai. Damas. Ouais. C'est C'est ce Damas. que j'expliquais, du coup, la rose, la rose originelle est une rose qui est beaucoup moins tape à l'œil, donc il y a il y a juste 5 pétales roses et rouges dans le cas du Rosa gallica. Ici, c'est plutôt donc de l'églantier qui est le Rosa canina, qui est vraiment le rosier qu'on va avoir partout dans nos fourrés en Île-de-France, mais même en France, un peu partout. Là où il y a des ronces, généralement, il y a de l'églantier derrière, et c'est cette fleur-là bien rose qui, avec des hybridations et de la main de l'homme, est devenu donc le rosier que vous voyez tout à droite, qui ressemble donc au rose de Damas, avec cette multitude, cette corolle avec des multitudes de pétales, et aussi sélectionné pour l'odeur, puisque c'est aussi évidemment une plante à parfum et pas juste une plante médicinale. C'est le parfum de la rose qui nous envoûte. Je te repasse la main Oui, sur... alors voilà, justement, la rose, c'est une bien sûr, des fleurs qui a une histoire dans l'histoire culturelle et des symboles, pas qu'en Europe, évidemment, mais sur le plan européen, en tout cas, il y a vraiment une très, très grande richesse de signifiants, de traditions botaniques, culturelles, picturales et même dans la mode, hein, sur ses tons, sur ses couleurs. Et il est l'exemple d'une relation très politique, diplomatique et aussi florale entre la maison Monet, les époux Monet et les époux Eisenhower, donc le fameux général président américain. On est bien sûr après, à la suite donc après la Deuxième Guerre mondiale, et ce rapport très aussi qui fait partie bien sûr des codes de l'époque, voilà, dans ces élites qui se transmettent aussi des gestes, des cadeaux, hein, comme ça pouvait se faire aussi à d'autres époques. Et on a cette fameuse rose, alors qui existe toujours, en tout cas un hybride qui s'en rapproche, la rose du président Eisenhower, qu'on retrouve aux États-Unis encore, qu'on retrouve assez rarement, mais encore dans quelques jardins en Europe, et aussi des références donc à ce goût de l'époque, pour ces couleurs particulières, pour ces odeurs aussi. Et donc on voyait qu'on est encore une fois hein, de l'époque damascéenne, bien sûr à Damas, on est dans l'espace moyen-oriental, jusqu'aussi ces échanges aussi culturels floraux entre Amérique et Europe après la Deuxième Guerre mondiale. On est toujours aussi dans ce vocabulaire, dans ce langage de la plante et du jardin, pour le coup. Ce que j'aime à dire. Donc, à moins que oui, on a atteint, vous voyez, le bout de notre voyage ensemble. Mathilde, tu voulais peut-être rappeler des choses pour conclure? Non, pour conclure, je me rends compte maintenant que ma vision justement de l'écologie est en fait la même vision partagée par Paradisos, mais aussi cette vision de la médecine, c'est-à-dire que en fait, le process Paradisos est un process qui fait sens, puisque c'est observer d'abord, faire des recherches et tirer des conclusions, et puis agir. Et moi, je me rends compte que les plantes, on regarde où est-ce qu'elles poussent d'abord, comment elle agit sur son sol. Et en fait, sa médecine, sa thérapie, ce sera la même. Le sol, c'est notre corps, en fait. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Je vous l'ai dit un petit peu sur l'ortie, qui va digérer le fer et qui va nous donner du fer. En fait, l'exemple est répétable pour tous. Et le process Paradisos, du coup, je trouve, voilà, me fait sens à moi, résonne particulièrement avec toutes mes différentes disciplines. C'est ce qu'on a essayé de partager avec vous, c'est vrai, aujourd'hui. C'était une grande première pour nous. On remercie encore les équipes de la Maison Monet, les services du Parlement européen, le service des visiteurs du Parlement européen en particulier, de nous avoir offert cette possibilité de vous communiquer donc, cette expérience en cours hein, qui continue. On serait ravis, bien sûr, de vous accueillir sur site. On est là dans la limite des possibilités actuelles, mais dès qu'on peut, bien sûr, être présent sur site et relayer des choses avec le public, on le fait. On a un certain nombre d'événements que l'on relaie
relais, que ce soit du côté des journées du patrimoine, des rendez-vous au jardin et d'autres occasions. Donc, on espère, dans les bonnes conditions, vous accueillir sur le site. Donc, vous avez notre site internet Paradisos Jardins Européens. Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer à l'occasion. J'espère. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.